Sonia Baquès, bonsoir. Bonsoir. Vous rentrez donc de Paris, on vient de le voir, où vous avez rencontré de nombreux représentants politiques, à commencer par le président. Pensez-vous que ces représentants ont pris la mesure de la crise calédonienne ? Oui, c'était important d'y aller parce que après les JO, après la pause estivale, c'était important de remettre le dossier calédonien au-dessus de la pile et de faire part de la réalité de la situation, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites dans les médias, ou d'ailleurs certains médias qui n'en parlent pas du tout, et c'était absolument essentiel de dire la situation, l'urgence économique absolue, les difficultés sécuritaires, et puis de voir là où les choses ne se sont pas passées comme on aurait aimé qu'elles se passent. Il a donc été question de la situation à Saint-Louis. Emmanuel Macron annonce une action prochaine. Est-ce que vous avez plus de détails ? Il a annoncé une réunion d'arbitrage qui doit avoir lieu dans le courant de la semaine prochaine, parce que le président de la République considère, je pense comme tous les responsables politiques locaux, que la situation des 15 000 personnes qui sont aujourd'hui prises en otage par la tribu de Saint-Louis n'est pas acceptable et que ça doit évoluer. Autre actualité de ces dernières heures, Michel Barnier a été nommé Premier ministre. Qu'en attendez-vous personnellement ? Alors le président de la République m'a indiqué qu'il souhaitait que le dossier calédonien reste un dossier présidentiel. Il voulait gérer ce dossier en lien étroit avec la présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Donc ça restera le président de la République qui sera notre interlocuteur. Mais évidemment, le gouvernement, le Premier ministre d'une part, le gouvernement, celui qui sera en charge du dossier calédonien, qui sera également important. Nicolas Metzdorf va partir à Paris dans quelques jours. Il prendra le relais avec le gouvernement qui sera nommé. Vous dites que la Calédonie est à 3 semaines de l'effondrement économique, mais on sait que les finances de la France sont dans un état catastrophique. Comment l'État va-t-il pouvoir aider massivement la Calédonie ? Ce qui est quand même très intéressant, c'est que personne ne m'a opposé la situation budgétaire de la France par rapport aux difficultés de la Nouvelle-Calédonie. Tout le monde a considéré que oui, il faut aider la Nouvelle-Calédonie pour qu'elle se relève. Et je pense avoir convaincu mes interlocuteurs, le président de la République en tête, de la nécessité de commencer de manière très urgente par des investissements publics. Pour l'instant, l'État a géré les urgences, le chômage partiel, l'aide aux entreprises. Mais ce qu'il faut pour redonner du travail aux gens, c'est passer par de l'investissement. Comme les privés vont attendre les assurances, des certitudes politiques pour redémarrer, seul le public et des gros investissements publics peuvent permettre à la machine de redémarrer. Et donc c'est bien dans ce sens-là que les travaux budgétaires vont être menés sur la Nouvelle-Calédonie. À quelle échéance ? On a un calendrier rapidement ? Alors, ça a été annoncé dans le communiqué de presse de Bercy lorsque Bercy a débloqué les 130 millions d'euros nouveaux, donc 15 milliards nouveaux qui ont été débloqués pour la Nouvelle-Calédonie. Il y a une phrase à la fin du communiqué qui indique que dans les prochains jours, les investissements fléchés vers les provinces seront débloqués. Les réunions ont déjà commencé en fin de semaine dernière entre les services de Bercy et ceux des provinces pour identifier quels étaient les travaux possibles. Mais cela reste des aides sous conditions. Oui, bien sûr, toujours, et c'est normal. L'État considère que la Nouvelle-Calédonie a été mal gérée et que finalement les dépenses continuent sans forcément avoir de réforme de fond. Donc systématiquement, effectivement, les aides sont liées à des réformes et c'est indispensable. C'est indispensable qu'il y ait des efforts qui soient faits sur la masse salariale, par exemple au gouvernement. Par contre, pour nous, et on l'a dit très clairement, il n'est pas question de fiscalité nouvelle. Plus personne ne peut payer de l'impôt aujourd'hui, il ne s'agit pas de rajouter de la fiscalité. Un retour à la confiance est indispensable pour une reprise durable avec une trajectoire politique. Justement, concernant la reprise des discussions, Emmanuel Macron envisage toujours de réunir les forces politiques fin septembre ou en octobre. Est-ce que c'est vraiment possible aujourd'hui ? C'est la discussion qu'on a eue. Effectivement, il m'a indiqué sa volonté, m'a confirmé sa volonté de nous réunir à la fin du mois ou au début du mois prochain, avec toutes les difficultés que nous connaissons, la division au sein du FLNKS. Et je veux saluer le courage qu'a eu Paul Néaoutine dans le communiqué qu'il a fait, Victor Tutugoro, l'UPM et le PALICA d'une manière générale, qui ont enfin condamné les violences que nous avons subies. Mais cette division, elle va être compliquée à gérer pour réunir tout le monde autour de la table. C'est la responsabilité du président de la République. On verra quelles conditions il mettra effectivement pour nous réunir. Mais d'un autre côté, ces rencontres, elles sont indispensables. L'apaisement de la Nouvelle-Calédonie passera par un dialogue politique, même si à la fin, on doit acter qu'on n'a pas forcément vocation à avoir tous le même objectif et qu'on peut acter un certain nombre de désaccords. Mais à minima, il faut se parler. Et vous venez de l'évoquer, on va parler également de la nomination de Christian Théin à la présidence du FLNKS. Comment est-ce que vous l'analysez ?
C'est une provocation. C'est une provocation, c'est mettre à la tête de l'organe qui est quand même le front indépendantiste respecté et respectable à tous les niveaux, au niveau de l'État et de la Nouvelle-Calédonie, quelqu'un qui est en détention provisoire pour des faits extrêmement graves. Mais ça va avec l'autre résolution du FLNKS qui est de dire qu'ils ne veulent plus parler avec nous, ils ne veulent plus parler qu'avec l'État. C'est-à-dire que concrètement, ils ont par les violences essayé de nous faire dégager purement et simplement de Nouvelle-Calédonie, et maintenant ils nomment à la tête du FLNKS celui qui est à la tête de ces violences. Donc je pense qu'on a un vrai souci avec le FLNKS. Il a été, alors encore une fois, le FLNKS aujourd'hui il est divisé en deux, puisque sur les 4 formations historiques, on n'en a que 2 qui ont participé au dernier congrès, le PALICA et l'UPM n'ayant pas participé et indiquant qu'ils ne reconnaissent pas les décisions qui ont été prises. Donc je considère que nous avons encore des interlocuteurs avec les partis politiques indépendantistes, sans que le front en soit un. Et dans ce contexte, qu'en est-il des provinciales, sachant que le nœud du problème reste le corps électoral? Alors les provinciales, c'est un vrai sujet. Pour l'instant, la loi prévoit des élections avant le 15 décembre, mais avec un corps électoral dont le Conseil d'État a indiqué qu'il était illégal. Donc plus la situation sécuritaire, la triche qui a eu lieu pendant les législatives, tout ça fait que ça paraît très compliqué d'organiser des élections avant la fin de l'année. Donc sans doute les élections, la triche supposée, enfin bon, quand on a un seul bulletin sur les tables pour voter, c'est quand même est filmé par un certain nombre de médias. Donc je pense que les choses sont assez claires. Donc ça peut pas se passer comme ça. Ça veut dire qu'il faudra que les élections provinciales soient sécurisées. Ça fait partie des sujets que j'ai abordés avec le président de la République et avec le ministère de l'Intérieur pour mettre en place des outils de contrôle pour éviter la triche. Donc il faudra organiser des élections, mais ce corps électoral-là n'est pas valide et le prochain, celui qui devait être voté, n'est pas voté. Donc on est dans un espèce de no man's land juridique qui fait qu'on ne sait pas quand les élections auront lieu, on ne sait pas sur quel corps électoral ça aura lieu. Donc pour l'instant, ce qui semble faire consensus à tous les niveaux de l'hémicycle et à tous les niveaux de l'État, c'est de dire que faire des élections le 15 décembre, ça paraît compliqué. Le soir du 14 juillet, vous avez défendu une réforme institutionnelle visant à l'autonomisation des provinces. Génération NC dit travailler sur une sorte de fédéralisme. Est-ce que c'est la même chose? Oui, c'est la même chose. L'idée, c'est tout simplement de revenir à l'esprit de 88. Lorsque Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou se sont serrés la main, ils se sont serrés la main finalement en actant, après 4 ans de guerre civile, un certain nombre de désaccords et en actant avec la création des provinces le fait de mettre en place le modèle de société auquel ils croyaient à l'endroit où ils étaient majoritaires. Donc l'idée, c'est de revenir à cet esprit de 88 en donnant beaucoup de compétences aux provinces, la fiscalité, le droit du travail, le choix des différentes aides sociales qu'on peut donner. On donne ça comme compétence aux provinces. Il ne s'agit pas, contrairement à ce qui a été dit, et notamment par certains journalistes ici, ni de partition ni d'apartheid. Il s'agit simplement d'acter le fait qu'on n'a pas forcément le même modèle de société. Et donc de dire, on donne plus de compétences aux provinces pour tout simplement, on est 50% de non-indépendantistes, 50% d'indépendantistes, on ne va pas débattre des quelques différences, mais on est la moitié-moitié. Donc nous, on ne va pas accepter leur modèle de société, ils ne veulent pas accepter le nôtre. Eh bien écoutez, chacun doit vivre... Est-ce qu'ils peuvent accepter cette autonomisation des provinces? De la même manière que nous ne pouvons pas accepter l'indépendance. Donc à un moment donné, si les uns et les autres ne peuvent pas accepter le projet de l'autre, eh bien actons nos désaccords et actons finalement que nous allons mettre en place le modèle de société auquel on croit. Moi, je veux une société, et je crois que les électeurs non indépendantistes veulent ça, une société dans laquelle l'ordre est respecté, dans laquelle le travail est respecté, valorisé, dans laquelle on progresse, on ne se replie pas sur soi. Tout le monde est bienvenu dans ce projet de société, mais à condition de le partager. Est-ce que les Calédoniens veulent vraiment cette autonomisation des provinces? Écoutez, on verra. De toute façon, les Calédoniens auront à s'exprimer, quel que soit le choix qui sera fait avant toute modification statutaire pour la Nouvelle-Calédonie. Les Calédoniens seront consultés. Mais les Calédoniens ont vécu, il faut quand même dire les choses, une attaque en règle. Ils ont été attaqués chez eux, dans leurs entreprises. Et aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est de la sécurité, c'est vivre sereinement, en paix. Et encore une fois, ils veulent que leur travail soit valorisé. Ils veulent tout simplement vivre, excusez-moi du terme, mais normalement. Il nous reste peu de temps, Sonia Backès. En tant que présidente de la province Sud à présent, vous avez pris la décision de fermer les services provinciaux, les CMS de l'île des Pins, après l'agression de 2 élus. Ils doivent rouvrir mardi déjà. Est-ce que vous confirmez cette ouverture? Oui. Des habitants estiment avoir été pris en otage. Qu'est-ce que vous leur répondez ce soir? Alors, je réponds d'abord que le CMS a été fermé sauf urgence. Donc personne n'a été mis en difficulté sanitaire. Ensuite, ce que je dis, c'est on ne peut pas d'un côté
dire que les élus de la province sud ne sont pas les bienvenus à l'île des Pins, et de l'autre qu'on veut continuer à bénéficier des services de la province. Il faut être cohérent. Soit effectivement on considère que l'île des Pins est une commune de la province sud, que la province sud assume un certain nombre de responsabilités sur l'île des Pins, c'est le cas du CMS, c'est le cas de l'aéroport, c'est le cas d'un certain nombre d'autres activités. Dans ce cas-là, les élus, les fonctionnaires de la province sud sont les bienvenus sur l'île des Pins. S'ils ne le sont pas, il faut assumer encore une fois en cohérence. Et l'idée, c'était de marquer ce qui s'est passé, ce qui est arrivé à Laura Vandégou et à Virginie Ruffnac est gravissime. Elles ont été agressées. S'il n'y avait pas eu une réaction proportionnée des gendarmes, elles seraient sans doute aujourd'hui blessées à minima sur le territoire de Nouvelle-Calédonie. Cette fermeture punit toute la population finalement. Écoutez, vous savez quoi ? Je pense que ce qui est important surtout, c'est que chacun comprenne qu'on ne peut pas faire les choses impunément. Et moi je vous dis les choses, j'ai attendu une condamnation claire de ce qui s'est passé de la part des autorités coutumières. Je veux que les choses soient claires. Les élus de la province sud doivent être les bienvenus. On m'a dit, vous n'avez pas demandé l'autorisation. Mais ça veut dire quoi ? Que désormais, à chaque fois qu'on va aller quelque part sur le territoire de la province sud, si on n'a pas demandé l'autorisation, les élus vont être agressés ? Non, ce n'est pas la société dans laquelle on veut vivre. Sonia Backes, il est temps de passer aux questions Facebook, si vous le voulez bien. Première question, où en est le projet de la voie de désenclavement au Mont-d'Or pour contourner la tribu de Saint-Louis ? Alors c'est un projet que je porte, vous le savez, depuis très longtemps, parce que tout simplement, en fait, il n'y a pas d'autre solution. On va trouver des solutions pour réouvrir la route de Saint-Louis. Les choses vont être sécurisées pour un temps. Ça fait 40 ans que les gens du Mont-d'Or subissent ce qui se passe à Saint-Louis. Je considère que cette route de désenclavement, elle est indispensable et qu'en plus, dans la période qu'on vit, elle va faire beaucoup de travaux, beaucoup d'investissements publics et elle donnera du travail aux Calédoniens. Elle coûte très cher dans un contexte tendu. Bien sûr qu'elle coûte très cher, mais on fait quoi ? On continue à dire, vous inquiétez pas, on va régler le problème de Saint-Louis. Personne n'arrive à le régler. Deuxième question, comment voyez-vous l'avenir de la filière métallurgique à court et moyen terme ? Alors, le KNS a fermé. Malheureusement, ça a mis plus d'un millier de personnes au chômage. On l'avait dit, je pense qu'on ne va pas revenir sur le passé, mais on aurait signé le pacte nickel, on aurait peut-être eu moins de difficultés à trouver des investisseurs. C'est le passé. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir à minima un investisseur à la fois sérieux et sérieusement intéressé par l'usine du Sud, qui a passé les différentes étapes et pour lequel on a espoir qu'il aille au bout de la reprise de l'usine du Sud. Donc les choses, je suis plutôt optimiste pour Prony Ressources. Pour la SLN, on n'a pas de difficulté d'actionnaire, puisqu'Eramet est toujours actionnaire. Eramet continue à financer la SLN avec l'État. Donc pour l'instant, la SLN et Prony Ressources, il n'y a pas de difficulté majeure. J'espère que la reprise de l'usine du Sud se passera bien. Et dans ce cas-là, on pourra avoir l'espoir de garder 2 des 3 usines. Et très brièvement, dernière question. Des économies sont-elles envisagées sur les rémunérations des élus et le nombre de collaborateurs à la province Sud ? Oui, alors nous l'avons proposé, la baisse de la rémunération des élus. Il y a eu un vœu qui a été déposé, qu'on soutient. Pour les collaborateurs, nous avons baissé le nombre de collaborateurs au cabinet de 15%. Je pense que ce n'est pas le cas dans toutes les institutions. Vous savez, je pense qu'il y a des efforts à faire majeurs de masse salariale globalement dans toutes les institutions. Cet effort-là, il a été fait à la province Sud. Il n'a pas été fait dans toutes les institutions. Maintenant, on n'a plus le choix.